Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress, votre futur podcast préféré, présenté par ma propre personne, Monsieur Léo Sartelle, joueur de football américain en France et créateur de contenu autour du rugby, principalement, et mon ami Nicolas Pirmas, président du Québec et futur roi de la hiérarchie française. Oui, mais entre-temps, étudiant athlète de football américain qui a beaucoup d'argent. Ouais, mais c'est juste des étapes à franchir. On croit tous en toi ici et en ton prochain mandat en France ou dans un autre pays si ils sont pas détruits d'ici quelques années. En effet. Et comme la France, en ce moment, sur les nouvelles, a l'air très, très, très précaire, la situation, je pense pas que ça va se passer. Moi, j'ai toujours accès à l'eau courante chez moi et même entre 21h et 21h30, j'ai l'électricité. Donc j'aimerais que... Ok, excuse. Par contre, à Paris, personne ramasse les poubelles et les gens brûlent les rues parce qu'ils veulent pas travailler 2 ans de plus. Et ils se battent avec des sabres en ce moment. Non, le problème, c'est pas travailler 2 ans de plus. Et on va pas commencer ce podcast avec de la politique. Le problème, c'est pas les 2 ans de plus, c'est la façon de faire passer les lois, ok? Ouais, c'est ça qu'ils disent, bande de fainéants. Non, c'est vrai, en vrai, c'est fou. C'est quand même fou. Vous êtes le pays de la démocratie. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est fait dire à l'école, quoi. On s'est fait éduquer là-dessus. Et on dirait que c'est pas très démocratique. Ouais, c'est marrant, il y a un film sur les 3 mousquetaires qui est sorti il y a pas longtemps. Et il y a des gens qui disent mais en fait c'était pareil en 1700 et quelques. En 1800 franchement c'était le roi et là c'est pareil. Ah bah la Macronie. Ah wow. Je prends pas position. Ouais, j'ai dit une connerie, il y avait plus de roi en 1800 mais vous avez compris l'idée. Mm-hmm. En tout cas, ça tombe bien qu'on commence le podcast par un petit débat France-Canada parce que c'est le sujet du podcast du jour. On a de la chance de tous les deux être partis assez jeunes dans le pays de l'autre. Donc, pour rappel, mon pays, la France. Ton pays, à toi, Nick, le Canada et l'Haïti. Oui, merci. On n'oublie pas les origines. Non, dans ce cas, c'est le Canada, bien sûr. Où je suis né. Où tu es né, tu as grandi, tu as reçu ton éducation, tu as fait du sport, etc. Mm-hmm. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on est allés chacun dans le pays de l'autre, mais sans se connaître. Au début, on a tous les deux fait une expérience un peu à l'aveugle, entre guillemets, avec un peu moins de guide, avec pas un guide local, en tout cas. Exact. C'est quelle année, toi, que t'es parti en France, déjà ? Ça doit être l'été 2016 ou l'été 2017, un des deux. Ok, donc c'est dans les mêmes eaux que moi. Moi, je suis parti l'été 2017 au Canada pour la première fois. Moi, c'est un peu différent de toi. Toi, tu es parti en touriste en France. De mon côté, je suis parti au Canada en tant qu'étudiant athlète pour la première fois, à mes 17 ans. Je suis parti étudier à Saint-Hyacinthe, au cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, il y a un cégep dans la campagne un peu québécoise. C'est pas la campagne profonde, mais quand même. On va se faire enculer. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est pas... Non, c'est pas... Regarde, c'est pas... Bon, c'est dans les environs du Grand Montréal. Certains diraient un peu plus au sud que le Grand Montréal. OK, il y a quelques années, j'aurais dit que c'est la région québécoise. OK, mais maintenant que j'habite dans une ville qui est assez loin du plus gros centre, qui est Montréal, qui n'est pas la 2e plus grande ville non plus. Je suis pas à Québec, je suis à Sherbrooke, qui est techniquement la 3e plus grande ville. Je réalise à quel point le Québec, c'est petit en termes de grande agglomération. OK, à part Montréal, là, le Québec, c'est très dispersé sur un gros territoire. Et donc, le Québécois moyen, si tu lui dis que Saint-Hyacinthe, c'est la campagne, il va te gifler. Okay? Genre, okay. C'est une ville. C'est juste que c'est vraiment loin de... Je sais pas comment t'expliquer, c'est... je prends un guess, là, mais c'est Troyes, genre. La ville de Troyes en France. Ça reste une ville, mais c'est une ville très moyenne, sinon petite, genre. Mais c'est une ville. Ouais. Tu peux pas dire aux gens que c'est la région. Genre, c'est pas... comment vous dites-vous, la région ou la campagne? La campagne. La campagne, c'est pas la campagne. Tu comprends? C'est pas Thonon-les-Bains non plus. Ouais. Vois, mais je crois que j'aimerais bien... Tu peux checker combien il y a d'habitants à Saint-Hyacinthe? Oui, je fais ça tout de suite. Parce que Jamie dans le podcast à Joe Rogan. Je sais pas si tu connais. C'est son assistant qui check les infos. Mais je crois que franchement, Thonon, c'est équivalent ou peut-être un peu plus grand. Et pourtant, quand tu parles à Thonon, quand tu dis Thonon en France, les gens, évidemment, vont te dire « Ouais, c'est une ville de campagne ». Après, moi, je dis pas campagne, c'est pas forcément des villes, mais... Je veux dire que c'est pas dans une grosse agglomération. Pour moi, les 3 grosses agglomérations, t'as, je dirais, tu me dis si je me trompe, même 4 dans l'ordre Montréal, Québec, Sherbrooke, peut-être Trois-Rivières en 4e. Moi, je te dirais, en termes de grosse agglomération, pour comparer, genre, c'est très, by the way, ça montre que t'as une belle connaissance du Québec, mais pour comparer,
au Québec, oui, les gens vont dire que c'est ça. Mais si tu veux, comme comparer à quelqu'un dans des pays où il y a plus de population, en vrai, à part Montréal et Québec, là, il n'y a pas... Parce que Montréal, on dit Montréal, d'accord? Et on englobe Laval et Longueuil. Mais la réalité, c'est que si on n'englobe pas Laval et Longueuil, si je ne m'abuse, c'est Montréal, Laval, Longueuil, Québec. Ouais, tu comprends? ok. Donc déjà, ça demande à quel point Sherbrooke, en termes de population, c'est petit. Je pense qu'on est 185 000. Et ensuite, regarde Saint-Hyacinthe, là, que je te dis que pour le Québec, ça reste une ville, 57 000 habitants. Ok, et ben c'est quand même beaucoup plus grand que Thonon. Thonon, c'est que 35 000, tu vois, donc moins perdu que Thonon. Dans le sens que je voulais dire à la campagne, c'est que je suis allé là-bas en tant que petit Français qui joue au foot, et il y avait 0 autre Français dans mon équipe. Il y avait peut-être un autre Français dans le cégep que j'ai rencontré. Sûrement il y en avait d'autres, mais que j'ai rencontré. Donc j'étais pas mal dépaysé. Par exemple, dès que je suis arrivé, j'ai eu des problèmes à la douane. Donc j'ai été renvoyé la première fois que je suis parti au Québec. Ensuite, je suis retourné une semaine après. C'était long, j'ai attendu à la douane longtemps. J'étais sous jet lag. J'ai fait genre 1h30 de route de l'aéroport de Montréal jusqu'à Saint-Hyacinthe. Donc c'est pas si loin. Puis à des heures de pointe où il y avait beaucoup de trafic, etc. Et je suis arrivé à Saint-Hyacinthe à 17h et il y avait entraînement de l'équipe de foot à 18h. Je suis arrivé, j'ai posé mes affaires, pris mon sac d'entraînement que j'avais préparé. C'est pas ma première fois au Québec, mais c'est ma première expérience un peu seule. Et du coup, je marche de ma résidence jusqu'au terrain pour la pratique, pour l'entraînement. J'arrive, je me présente, je dis hey, c'est moi, Léo, le joueur, tata. Donc je me fais accueillir par quelques joueurs avec lesquels j'ai déjà parlé. Et là, il m'envoie avec le gars de l'équipement. Donc un local de Saint-Hyacinthe avec un très fort accent québécois. À l'heure actuelle, j'aurais aucun problème à le comprendre parce que voilà, j'ai eu mes expériences. Gros, je suis arrivé là-bas, j'ai dû aller récupérer un casque, un maillot et un pantalon. Ça a pris 30 minutes. On se regardait et on parlait pas la même langue. Moi, j'étais genre, il avait vraiment un accent fort. Et puis moi, j'étais fatigué sous jet lag. Déjà, même si on me parlait en français, je comprenais pas grand-chose. Il faut comprendre que aussi toi, quand t'es fatigué, sur un net, t'es fatigué là. Léo, c'est quelqu'un de très 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 énergique, mais quand il prend un crash, genre ça devient comme genre comment dire, un mannequin presque là. Genre, il est plus là. Il est comme, quand je dis mannequin, pas un mannequin qui marche sur les runways, mais bien un mannequin, genre un crash dummy là. Non, t'es pas si beau que ça, mon frère. Donc vraiment là, j'ai déjà vu Léo justement. En fait, c'est drôle. La première fois qu'il est revenu au Canada, donc il est venu à Momo. On a fait un entraînement assez tôt dans son retour et il était exténué, genre. Puis j'étais comme what the fuck. Donc c'était un peu dur ce jet lag. Moi, en plus, j'ai tendance à dire, ça m'arrive souvent en anglais, dès que je suis fatigué, mes traducteurs dans ma tête, je pense que c'est la première chose qui saute. Comprendre ce que les autres disent, je sais pas pourquoi, les circuits dans ma tête, ils marchent plus. Mais non, en tout cas, voilà, ça c'était ma première expérience, le premier jour où je suis arrivé. Au fur et à mesure, je me suis fait. C'était pas si simple en vrai. Tu vois, j'ai eu des problèmes qu'on pourrait pas penser. Tout le monde dit, ouais, les Québécois sont super accueillants et c'est vrai pour quasiment tout le monde. Mais là, quand j'étais dans cette équipe. C'était pas le cas. C'était pas le cas, non. J'étais un peu le français. Ah, il y a le français, tatati tatata. Et j'étais pas forcément le mieux accueilli par mes coéquipiers. Après, je suis arrivé, les camps avaient déjà commencé, etc. Donc, moins facile pour s'intégrer. Donc, c'est sûr que socialement, j'étais pas j'avais pas les skills que j'ai maintenant à facilement m'intégrer dans tous les groupes, etc., etc. Est-ce que, par exemple, t'allais au cégep le jour de l'Halloween, complètement déguisé, alors que tout le monde est un adulte et personne ne fait ça? Écoute, ça, c'est une erreur dans ma carrière. Encore rempli de clichés de jeunesse sur l'Amérique du Nord, le jour d'Halloween au Québec. Je me suis déguisé en Sasuke Uchiha, donc personnage de l'anime Naruto. Et je suis allé... Gros, c'est quand ma mère, elle est venue me rendre visite en plus au Canada. Et on avait passé toute une journée dans Montréal à faire des magasins, à trouver des trucs, etc. On avait fait un costume. Et moi, j'étais très fan d'Halloween. Et je me disais, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire en France, de vraiment me déguiser. Et vas-y, tout le monde fait ça en Amérique du Nord. Et du coup, je l'ai fait. J'avais entendu, mais j'étais dans un programme d'art. Donc, programme d'art, pour les Français, c'est comme les Bakel. Pour les gens de Montréal, c'est comme l'UQAM. Et, très drôle, très drôle. Et du coup, on m'avait dit, ouais, nous, on va se déguiser, vas-y, t'inquiète. Gros, je suis arrivé déguisé en Sasuke Uchiha le jour d'Halloween au cégep.
ça me regardait bizarre. Il y avait genre une personne sur 20 qui était déguisée. J'étais là, le seul gars de l'équipe de foot. Je me suis assis là où tous les gars de l'équipe de foot se retrouvaient. Ça me regardait, mais tu fais quoi, gros? Pourquoi t'es habillé comme ça? Donc voilà, ça c'est des premières expériences qui m'ont brisé mes rêves, qui m'ont montré que c'est pas exactement comme on voit à la télé dans les films sur Internet. Et je pensais que la vie c'était tout comme sur Internet, moi. En plus, pour un peu plus de détails, Saint-Hyacinthe, c'est un cégep de plus de 5000 étudiants. Donc, c'est quand même c'est pas un très, très grand... Non, c'est un grand cégep quand même, oui. Avec 18 programmes... 5 programmes préuniversitaires et 18 programmes d'études techniques. Donc, en tout, il y a 23 différents programmes. Donc, Léo était dans le programme d'art, qui est souvent un programme un peu plus petit, si je ne m'abuse. Et donc... sur 23 programmes, d'accord? Donc, imaginez les 5000 étudiants divisés par 23, OK? Et il est dans le plus petit programme, donc c'est quoi? Quelques centaines d'étudiants qui lui ont dit « Oui, on va se déguiser », mais le reste de l'école était pas dans ce délire-là. Donc, il a eu l'air un peu particulier. En plus, il vient d'arriver, l'équipe de foot ne l'accueille pas si bien, il arrive déguisé en Naruto. Oui, il y a des gars qui sont très animés. En Sasuke, excuse-moi, mais Naruto l'émission. Moi, je me serais habillé en Kakashi, j'ai plus de culture que toi. Plus mais en gros, tu sais, c'est ça, genre, déjà, il s'est pas très bien fait accueillir. En plus, on est d'accord, il y a des gars qui sont très, très animés, puis je pense qu'en France, c'est quand même gros. Au Québec, dépendamment des groupes de gens, c'est un peu moins gros, je dirais. Donc là, t'as des gars qui sont très, très, animés, c'est des trucs d'enfants. Ils trouvent déjà bizarre parce qu'il est français, il arrive déguisé. Ah! Man, ouais. J'aurais pas voulu être toi ce jour-là. En plus, on était encore jeunes, tu sais, genre, c'est important de fit in, c'est important que les gens nous trouvent cool, genre, pauvre petit Léo. Ça m'a pas forcément aidé dans mon intégration. Toi, quand t'es venu en France la première fois, du coup en 2017, à l'occasion d'un voyage, est-ce que t'as eu un truc comme ça, un petit choc culturel où tu t'es dit, wow? Ah, bien sûr, bien sûr. Je vais mettre un peu de contexte. Juste avant de faire ça, par contre, juste pour pas me faire attaquer par mes homologues québécois, finalement, la ville de Québec a une plus grande population que la Vallée-Longueuil. Donc, on revient en ordre. C'était bien Montréal, la plus grande agglomération. Ensuite, la ville de Québec. Ensuite, la ville de Laval. Et ensuite, la ville de Longueuil. C'est là qu'on descend vers les Sherbrooke, etc. Mais, pour revenir à la France... Donc, un peu de contexte, je suis sorti du secondaire, d'accord? Début cégep, c'est très, très normal pour des étudiants, je dirais, de milieux un peu plus UP, qui sont donc écoles privées souvent. Pas que je viens de milieu UP, mais ma mère, c'est vraiment toujours... C'était très, très important pour elle que je côtoie les jeunes des milieux un peu plus aisés, en se disant que la vie, c'est du networking, surtout en Amérique du Nord. Puis qu'en côtoyant ces jeunes-là, j'allais avoir les mêmes opportunités qu'eux. Et donc, j'allais avoir aucune excuse pour réussir ma vie. Elle savait pas qu'à 24 ans, j'allais encore jouer au football universitaire. C'est dommage. Petit rappel, le secondaire, c'est en France l'équivalent du lycée, d'une première au lycée. On va le dire à chaque épisode. Et oui. Le cégep, c'est une transition obligatoire entre le lycée et la fac au Québec qui dure 2 ans. Il faut comprendre que notre secondaire finit 1 an avant votre lycée et que votre licence, qui est notre bac, je pense que chez vous, ça prend 4 ans et nous, ça en prend 3. Donc, 3 ans, nous aussi. Désolé, bon, ben allez vous faire foutre. Bon, ben alors, on a 1 an d'éducation de plus que vous. Malheureusement ou heureusement, dépendamment de votre point de vue. Mais voilà. Donc, les gens qui sont allés au secondaire privé, c'est très, très commun de partir en Europe, souvent entre le secondaire et le cégep. En tout cas, ma cohorte, d'accord? Les gens à peu près de mon âge. Comme je vous dis, ma mère n'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup d'argent, mais elle travaillait des double shift et tout pour que je puisse aller à ces écoles-là. Donc, j'arrive à 16-17 ans et tout le monde veut aller en Europe. C'est comme le gros truc. Et là, bon, il y a un petit peu de pression sociale par rapport à suivre les gens, tu vois. Et j'avais pas l'argent pour, je pouvais pas me le procurer. Mais j'ai un bon ami à l'époque qui avait de la famille en Europe et sa cousine se mariait dans le sud de la France, plus précisément à Nice. Et donc ils ont en y allant, il y avait déjà la chambre ou c'était un Airbnb genre, c'était un home exchange. Donc les gens là-bas allaient vivre chez lui et lui il allait vivre là-bas. Et donc il y avait une place de libre pour moi. Et donc j'ai été invité comme ça et tout ce que j'avais à payer c'était mon billet d'avion. Donc ça a été vraiment cool. Je le remercie. Donc, je suis allé au sud de la France avec cet ami-là et un autre ami nous a rejoint. Et on avait aussi un groupe de 3 amies filles du même secondaire qui, elles aussi, partaient en France et on allait se rejoindre. Donc, je pars en France l'été 2016 ou 2017. On s'en va à Nice et c'était
vraiment, vraiment le fun. Okay? J'avais beaucoup d'appréhension, on va pas se mentir. On se fait dire encore au Québec que les Français sont arrogants, que la France est un des pays les plus visités au monde, spécifiquement Paris. Moi, j'y allais pas, mais c'est correct. Mais le sud de la France, c'est très, très visité aussi, Cannes, tout ça. Marseille, nanani. Et on s'est fait dire que les Français sont arrogants, n'aiment pas nécessairement les touristes, pensent pas demander ton chemin sur la route là ou dans la rue. Les gens vont t'envoyer chier et tout. Ben, c'était pas le cas du tout. Vraiment, là, je sais pas si c'est parce que je suis québécois, francophone, et que on a quand même une bonne image, je dirais, en France. Peut-être pas dans les médias où on rigole de nous, mais en tout cas, en personne, parce que j'ai senti que du positif. Pour de vrai, je suis arrivé dès qu'on est arrivé, on demandait des directions et tout. Les gens, oh, vous êtes Canadien? Vous êtes Québécois? Et on me répondait, les gens étaient cool. C'est sûr que j'ai eu quelques expériences là, pour finalement répondre à ta question de choc culturel. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé en été, donc en fin été en plus. Donc quand je revenais, c'était le début de ma 2e saison collégiale. D'accord? Donc il fallait que je sois prêt pour ma saison. Donc une fois que j'étais là-bas, j'étais quand même en pleine off-season, il fallait que je m'entraîne. Donc je suis allé prendre un abonnement, je pense au Basic Fit, comme vous dites, juste pour pouvoir m'entraîner pendant le mois que j'étais là-bas. Puis je suis au Basic Fit et je suis en train de... Tu sais, je suis en plein squat session, là. Donc, je suis en train de faire des squats, heavyweights, et j'oublie un peu que je suis en France. Tu sais, genre... Tu sais comment c'est, t'es dans ton entraînement, tu prends du gros poids, des fois, tu te sens même un peu lightheaded, là. Tu sens que tu vas... T'es ailleurs. T'es ailleurs, c'est ça, puis tu pourrais quasiment tomber sans connaissance, là, à la fin d'une grosse poussée. Donc, j'oublie que je suis en France, puis là, je veux juste aller remplir ma bouteille d'eau. Puis, je suis vraiment dans mon entraînement, j'ai mes écouteurs et tout. Donc, je vais dans le vestiaire. Puis où est-ce qu'il y a les casiers là, puis je dis je vois un gars, puis j'ai dit excuse-moi, il est où l'abreuvoir? Frérot, il se retourne vraiment là. L'abreuvoir? Mais t'es Canadien? On dit fontaine d'eau. J'étais juste comme oh non, parce que jusqu'à là je me fondais dans les masses si je voulais, tu vois. Ça faisait quelques semaines que j'étais là, je savais comment parler pour pas qu'on me fasse chier là. C'est entre guillemets me faire chier là. Donc là, excuse-moi Fontaine d'eau, puis là, j'ai un cousin à Toronto, nanana, puis là ça commence toutes les conversations sur le Québec. Mais en gros, que du positif, man, pour de vrai, quand les gens savaient qu'on était québécois. J'ai 3 petites anecdotes. Premièrement, à ce même gym, le gars de la réception m'a laissé rentrer gratuitement. D'accord, donc j'arrive, je lui explique ma situation, il dit t'as un accent? Je dis ouais, je suis du Canada, je joue au foot américain là-bas, c'est pour ça que je m'entraîne ici malgré que je suis en vacances. Ah ouais, mais c'est trop stylé, le foot américain. Nanana. Vas-y. Donc, j'ai pas eu à payer ce jour-là. On est à l'épicerie une autre fois cette fois, j'étais avec une de mes amies filles qui était venue voyager avec nous. Puis, tu sais, on commande plein de trucs pour faire... c'était à notre tour là, de commander pour l'Airbnb, là, tous les autres. Puis, on se faisait un petit souper entre nous. Et puis... en plus, il y avait d'autres amis. Comme je dis, tout le monde était en Europe cet été-là. Tout le monde qui était allé à mon secondaire, il y avait d'autres groupes de ce même secondaire qui étaient en Europe, qu'on s'est rejoints. Donc, on est à l'épicerie pour cuisiner parce que tout le monde nous rejoint à l'Airbnb. Et quand on arrive pour payer, il y a le caissier, il nous demande on vient d'où. Il voit bien qu'on parle un peu anglais, qu'on parle français avec un accent. On lui explique, il trouve ça cool. Il nous fait passer genre la moitié des trucs qui sont le scanner. Genre, il nous fait comme un clin d'œil. Alors que quand quelqu'un te parle de la France, tu penserais jamais que quelque chose comme ça arriverait. Là. Tu te dis, ben non. Et c'est ça, hein? J'avais un 3e, mais j'ai oublié. Non, c'est très cool. C'est très cool. C'est vrai que dans les clichés, nous, on a un peu l'inverse, tu sais. On rigole souvent sur ce podcast du fait que les Québécois, ils sont tous super gentils, ils sont accueillants, etc. Mais en vrai, oui, la plupart sont accueillants, mais j'ai l'impression qu'il y a plus cette habitude d'avoir des Français au Québec que l'inverse. Un Québécois qui est en France, pour les Français, c'est un Pokémon rare, un shiny, tu vois, ils sont là en mode... Ils te snappent comme ça. Ils disent, quoi, t'es Québécois? Vas-y, parle, tabernacle. Et elle est comment la soirée ce soir? The Quarks. T'as la ref? Non. Pas grave. Moi, j'ai la ref. J'ai très mal dit la référence en même temps. Ça, oh my god, je sais de quoi tu parles. Tequila and again, film exactly. Crocs. Non, tu l'as pas. Non. Bah, la référence était très mal amenée, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est sans stress. C'est sans stress, absolument. Alors que moi, quand j'étais au Québec, t'es français? Ah, ok, cool. Tu viens de Paris? Quand même. Ouais.
Non? Bon, ok. Non, mais c'est sûr, ça. Puis surtout dans les grandes agglomérations, spécifiquement à Montréal, guys, il faut comprendre, vous êtes le plus gros groupe d'immigration. Donc, vous êtes le plus gros groupe d'immigrants du même pays, je pense, dans les 4 dernières années, à chaque année. Il y a plus de Français qui immigrent au Québec que depuis quelques années, à chaque année, que d'autres nationalités. Donc, on est habitué. Il y a même des quartiers à Montréal, je pense au Plateau Mont-Royal, que c'est considéré un quartier français. La joke, là, la blague courante, c'est que les loyers montent parce que les Français arrivent, on leur donne le plus petit appartement, ils font mais c'est si grand. Et là, ils trouvent ça moins cher que chez eux, donc ils lèvent le prix. Ils offrent encore plus cher que ce que la personne propose pour avoir l'appartement tout de suite. En plus, c'est plus difficile pour vous d'avoir des appartements en général chez vous. Nous, c'est assez simple. Donc là, les Français sautent sur le premier appartement en se disant « Ah, j'en ai besoin tout de suite ». Et ça fait que les Québécois de souche, si tu me permets, ou même les immigrants qui sont au Québec depuis plus longtemps, qui sont non français, right, sortent du plateau Montréal parce qu'il se fait, quote-unquote, gentrifier. Le prix ne fait que lever et les gens n'ont plus les moyens. Tu comprends? Vous arrivez aussi avec des euros. Donc, il y a initialement, une fois, après vous travaillez au Québec, vous êtes payé en canadien, mais initialement, vous arrivez avec votre euro. La conversion vous avantage. Donc, il y a tout ça. Donc, oui, si tu es dans un grand centre québécois, il y a des chances que le fait que tu es français choque personne et n'intéresse personne. C'est vrai. Il y a même des gens qui auraient peut-être malheureusement des connotations négatives par rapport à ça, mais qu'ils aillent se faire foutre. Je veux dire, il faut rencontrer les êtres humains. Un de mes meilleurs amis aujourd'hui est un Français que j'ai rencontré au Québec. Puis garde, je pense que les Français, vous êtes quand même des gens confiants, assez arrogants, comme on dit, là. Et ça va pas vous choquer. Je pense que même en français, hein, des fois, il y a des mauvais stéréotypes. Donc, Ouais. mais laissez pas ça, s'il vous plaît, vous arrêtez de venir au Québec. Ces gens-là, c'est leur problème. C'est pas, je veux dire, le Québec promouvoit à l'international et en France de venir émigrer au Québec pour une raison. On a besoin de main-d'œuvre, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a besoin d'augmenter notre taux de population parce que notre taux de natalité n'est pas assez pour maintenir une population croissante. Et au final, on a besoin de jeunes qualifiés parce qu'on a une population vieillissante. Donc, pour toutes ces raisons, venez les Français. C'est sûr. Puis, petit point motivation, entre guillemets, ou indication, pour partir au Québec, il y a plusieurs options. En tant que Français, soit pour les études, que ce soit un cégep, une université. Certes, l'université est payante parce que c'est l'Amérique du Nord, mais en fait, il y a des accords entre France et Québec et on paye comme des étudiants canadiens. Donc pas comme des étudiants québécois où là c'est moitié moins cher, mais comme des étudiants canadiens. Et selon les universités, on revient à 5 000 € l'année, grand max. 5 000 $ en plus, je pense, l'année. Et encore, maintenant, il y a une simplification qui passe à partir de cet été. Pour certaines universités francophones au Québec, les Français paieront comme des Québécois s'ils étudient dans un programme qui recherche de la main-d'œuvre, comme tu as dit, que ce soit de la santé, que ce soit un programme dans l'agriculture, etc. etc. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur Internet en tout cas, mais il y a de plus en plus de portes ouvertes. Sinon aussi, vous pouvez faire un PVT, c'est sur tirage au sort, mais vous avez 2 ans de vacances-travail. Moi, j'ai pu faire ça à un moment. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc c'était plus vacances que travail. Mais non, très pratique de partir au Québec, puis même c'est cool. En fait, je pense aussi pourquoi il y a autant de personnes qui s'expatrient, c'est parce que il y a cette... c'est l'Amérique en français. Non, c'est pas ça que je veux dire, on rigole souvent de ça, mais c'est un pays assez lointain avec une culture quand même différente, mais francophone. C'est-à-dire que t'as pas forcément besoin d'apprendre une toute nouvelle langue, besoin de changer toute ta culture, et tu vois là, t'es quand même à l'aise. Exact. Je pense que c'est important de voyager. Je pense que c'est cool de voir. Tu sais, on est francophone. La francophonie, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de beau. Tu sais, on le réalise quand on va dans des pays anglo-saxons. Les gens sont choqués qu'on parle français, qu'on soit français de France ou canadien là, ou québécois. Tu sais, canadiens francophones, il y en a aussi là, qui sont hors Québec. Mais et je pense que c'est à cause de la globalisation actuelle, du fait que, tu sais, on est tous sur le gros contenu Netflix, produit en Amérique. Oui, il y a des séries internationales qui sortent et qui percent, mais c'est coréen dernièrement, des grosses séries au UK aussi. Des fois, en tout cas au Québec, je sais pas autant pour vous, parce que vous êtes quand même un grand producteur de culture et de votre propre contenu, we take for granted le fait que
on parle français, on a cette chance, puis que la francophonie, elle est petite, to a certain extent, mais elle reste internationale. Il y a la francophonie en Amérique du Nord, il y a la francophonie européenne, bien sûr, il y a la francophonie asiatique, il y a la francophonie sur le continent africain. Et c'est beau, ça nous permet des connexions. Il y a rien, en d'autres mots, là, il n'y a rien de mieux que partir dans un pays non francophone et de rencontrer un autre francophone. La connexion se fait instantanément. J'ai eu la chance d'aller en Asie il y a quelques étés. Et j'étais en Corée du Sud, j'étais devant une boîte de nuit et la ligne était immense, d'accord? Tout le monde attendait, c'était une grosse soirée, c'était une boîte de nuit hip-hop dans un pays où, tu sais, c'est pas la hip-hop américain en plus, donc c'est pas la plus gros, c'est pas le style de musique le plus populaire. Donc les gens qui aiment ça, ils sont tous allés à cette boîte de nuit-là, ce soir-là. Donc il y a eu un engouement. Puis je réalise que le bouncer, ou pour vous le vigile, là, c'est un black. Donc je me dis, il y a des chances qu'il soit francophone. Il y a une grosse immigration africaine en Corée. J'arrive, donc je me dis, si ça se trouve, c'est un Ivoirien. Et oui, ça tombe bien, c'est un Ivoirien. Il parlait français et automatiquement, je dis, hey, ça va mon frère? Il est trop content. Il dit, tu viens d'où? Je dis, je viens du Canada, j'ai des origines haïtiennes, nanana. Boum, il me fait rentrer avec les gars avec qui j'étais. Tu comprends? Et là, je dis pas juste, le francophonie, c'est cool, ça te fait rentrer dans des clubs, mais mon point est que tu vas rencontrer des gens, tu vas connecter avec des gens de manière que tu n'aurais jamais connecté parce que la langue est la première porte à la culture, selon moi, et à la connexion. Même chose, j'étais au Japon, dans ce même voyage, on est en train de monter une montagne. Et je parle français avec deux Montréalais amis à moi, et on entend, pendant que nous on monte, il y a des gens qui descendent, c'est comme un trail de 1 heure, et on entend des accents belges, mais en français. Boum. Connexion. On est allé manger avec ces gars-là, on est sortis, on les a revus. Aujourd'hui, si je vais en Belgique un jour, c'est sûr que je vais les checker. Tu sais, c'est beau, la francophonie, puis il faut en être fier, puis il faut l'explorer. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir toutes ces connexions et de parler la même langue commune. C'est pour ça que c'était certes un peu dur, mon premier voyage, ma première expérience au Canada, mais en même temps, il y avait tout ce côté assez simplifié qu'au final, c'est des gens qui parlent la même langue que moi. Je me retrouve jamais vraiment tout seul avec personne avec qui parler, entre guillemets. Après, on a parlé des chocs culturels un peu, entre guillemets, négatifs, mais il y a eu aussi des très bons trucs, tu vois. J'ai fait mes premières soirées un peu nord-américaines. Je vivais dans une maison avec 11 chambres. Ok, c'est énorme. Mais c'était une très grande maison avec piscine, etc. Et il y avait des gars de l'équipe de foot qui vivaient avec moi et invitaient beaucoup de gens, piscine, etc. Genre, c'est des trucs auxquels j'ai pas été habitué ici en grandissant, encore moins à Thonon-les-Bains. Mais non, ça faisait partie des expériences cool. Je regrette pas, je regretterai jamais. Mais j'avoue que cette expérience a été encore améliorée quand je suis retourné en 2019 faire ma deuxième expérience dans une grande ville qui était Montréal. J'habitais vraiment au centre de Montréal en plus. Petite Italie représente. Sur Saint-Laurent, donc le boulevard des boîtes de nuit, mais pas que. Un des plus gros boulevards de Montréal. Et puis, c'est là où je t'ai rencontré et qu'on a vécu beaucoup d'autres expériences. Moi, je pense par exemple, ça c'était assez récent. C'était pas quand je vivais là-bas, mais j'ai vu le Canada autrement. On est allé à Toronto, on est allé à un festival de musique, donc Rolling Loud, qui est un des plus gros festivals de musique au monde, même le plus gros festival hip-hop au monde. Je suis pas prêt à m'avancer là-dessus, mais sûrement. il me semble, pas l'édition de Toronto, mais en tout cas à Miami, etc. Ouais, je pense qu'en termes de rap, c'est le plus gros festival. Ouais. Je serais prêt à dire ça. Sûr. Ouais. Et puis voilà, en gros, c'était trop bien. On a vécu grave des trucs. Et pareil, quand on était là-bas, on était avec d'autres Québécois. Et dès qu'on a rencontré des gens qu'on entendait que ça parlait français, tu sais, ça parlait beaucoup plus vite avec eux, il y avait une petite connexion. 100%. Donc c'était cool. Mais on a eu aussi la chance de faire un voyage en France, vraiment un voyage vacances, toi et moi. Et à l'heure actuelle, c'est un de mes meilleurs voyages, même si j'étais chez moi, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs que j'ai. Non, c'est sûr, ce voyage-là est exceptionnel. Juste avant de dive sur ce voyage-là, si ça te dérange pas, j'aimerais... j'ai une question pour toi. Je vais avancer sur un point, mais je me demande si c'est juste moi qui pense ça aussi, il y a un fondement là derrière ça. Là. Est-ce que tu penses que les Québécois sont... Bon, il y a cette... comme j'ai dit tantôt, il y a cette rumeur, cette pensée que les Français sont pas accueillants avec des touristes.
On est d'accord. Et ça vient pas juste du Québec, là. Ça vient, c'est comme une réputation à l'international sur des sites de voyage, etc. Les Français, surtout Paris, sont pas accueillants avec des touristes. C'est la ville la plus visitée au monde. Genre, les gens sont tannés. Okay? Mais tantôt, on parlait du sud de la France, mais même à Paris, qu'on s'apprête à aborder tantôt avec toi, moi, j'ai été hyper bien accueilli. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'on est un des seuls groupes de touristes qui parlent français? Ou est-ce que c'est parce qu'on est québécois spécifiquement et comme tu as dit tantôt, on est des Pokémon rares? Je pense que les deux fonctionnent et les deux rentrent dans l'équation. Évidemment, le fait que vous parliez français, ça raccourcit le gap, la différence entre guillemets entre les deux populations très vite. Il y a cette pensée qui est quelque chose de fondé. Le peuple français, pardon, pas francophone, mais le peuple français de France a beaucoup plus de mal à parler anglais et à parler d'autres langues. C'est quelque chose de moins populaire, on en a déjà parlé dans ce podcast, toi et moi, mais voilà, c'est quelque chose de moins populaire en France. Du coup, quand c'est des touristes, que ce soit européens, d'autres pays voisins ou américains, direct, il faut parler une autre langue, ça devient un peu plus compliqué. Là, t'as quelqu'un qui a une autre culture mais qui parle ta langue, ça brise direct la glace. En plus, le fait d'être Pokémon rare, des fois, ça offre des accès à des endroits. Des fois, ça offre pas d'accès. Ça ferme des portes. Ça ferme des portes, notamment quand on porte un pantalon à fleurs. Mais ça, c'est c'est pas mon dos, c'est celui du Bounzer. N'importe quoi. N'importe quoi. On va parler de cette histoire, Léo. C'est un gros menteur. Mais ouais, je vais revenir sur le troisième point positif du voyage à Nice qui m'est arrivé parce que j'étais québécois, je viens de m'en rappeler. Et là, c'est ça, ça vient aussi dans... Je me demande si c'est vraiment les Français qui sont... comme c'est étonnant comment les Français sont gentils, ou si c'est juste qu'à cause de la réputation qu'on se fait dire en tant que voyageur que les Français vont être arrogants, demander leur rien, genre ils sont pas là pour vous, les gens automatiquement s'empêchent, s'auto-censurent, genre de demander à des Français des faveurs, et donc c'est un self-fulfilling prophecy. Parce que je suis au milieu de Nice, ok, dans un Airbnb qu'on a loué, et il faut que je m'entraîne pour le foot, d'accord? Je suis allé à la muscu ce matin-là. Là, en après-midi, on a une activité. Je retourne au Airbnb, il y a tout mon groupe d'amis. Tout le monde est en train, on est en voyage, eux, ils s'en battent les couilles d'aller s'entraîner. Quelques-uns, ils s'entraînent avec moi parfois, mais en général, ils chill. Et là, je réalise, man, il faut que je fasse du turf work. Faut que je cours des tracés, tu vois ce que je veux dire? Que tu ailles sur le terrain. Faut que j'aille sur le terrain, faut que je fasse des mouvements de receveur, quoi. Fait que là, je regarde les terrains proches. Il n'y en a aucun proche. On n'a pas nos véhicules. Oui, on peut prendre les transports en commun, mais on est nord-américain. On est genre... on veut prendre Uber, c'est cher, nana. Je dis, Et dans 1 heure, je dois faire une activité avec mes amis, ou genre dans 1h30. Donc, j'aurai pas le temps de partir, revenir me doucher. Nana. Je vais au balcon pour mieux y penser avec de l'air frais. Et je réalise qu'en bas de mon balcon, l'appartement en bas, la personne a mis du faux gazon sur genre sa partie de cour arrière. Comme ça, je présume qu'il n'avait pas envie de devoir tondre le gazon. Je me dis, en bon québécois, je me dis, je vais descendre en bas, je vais lui demander si je peux m'entraîner sur son turf. Tu vois, genre, j'ai l'impression qu'en France, c'est comme, de quoi tu parles? Qui fait ça? Mais je suis descendu en bas, j'ai codé, le gars, il ouvre la porte, c'est un bon monsieur français, très, très poli. Oui, bonjour. Je dis, oui, excusez-moi, c'est très... c'est très particulier comme demande, mais je joue au football américain, je suis ici en vacances, j'aurais besoin de faire un entraînement, je sais pas où il y a des terrains. J'ai vu que vous aviez un terrain synthétique en arrière, un petit gazon, est-ce que je pourrais faire quelques petits entraînements? Je te jure, il fait, bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. Il me fait rentrer, il me pose des questions sur ma vie. Turns out que lui, c'est un grand chef en France, dans le sud de la France. Puis, justement, il m'a demandé, à vous, est-ce que vous avez des grands chefs? Là, j'ai dit, oui, quelques-uns. Il dit, oui, mais vous, la gastronomie, tu sais, un petit diss là, il fallait quand même qu'il me pique. Ouais, il fallait qu'il me pique, mais j'avais aucun problème. Et je me suis entraîné sur son turf. Il me regardait et tout, genre, il trouvait ça intéressant. Il connaissait le rugby, mais pas, tu sais, le foot américain, il avait vu à la télé, c'est tout. Et il m'a demandé de m'ajouter sur Facebook. On s'est ajouté, peut-être qu'il était gay. Non, et j'ai détruit son turf. Mais tu m'étonnes. J'ai détruit son turf parce que c'est pas installé comme un vrai terrain synthétique, c'est simplement mis par-dessus. Et j'ai fait une cote, j'ai réalisé... En fait, non, ça faisait peut-être 10 minutes parce que je m'échauffais, et là, j'ai commencé à faire des vraies cotes, et j'ai comme pris un panique, là. J'ai paniqué un peu, j'ai réalisé qu'est-ce qui se passait.
il l'a pris hyper tranquille. Il a dit, oh non, il n'y a pas de souci, c'est mon beau-frère qui me l'a installé, il va revenir me l'installer. Mais si pour le reste de l'entraînement, il m'a pas dit, va-t'en, il m'a dit, si pour le reste de l'entraînement, tu pourras enlever tes crampons. Parce que vraiment, tu voulais être gentil, t'as des bonnes cuisses. Donc, c'est pour ça que ça détruit le turf. Donc, de en haut du balcon, mon ami m'a lancé mes running shoes. J'ai fait le reste de l'entraînement avec comment vous dites-vous, des baskets plutôt que des crampons. Puis c'est ça. Oh, mais attends, c'est fou, là, le gars, il a de l'herbe synthétique qu'il a acheté à Bricorama. Genre, c'est comme un Home Depot ou un truc comme ça. T'inquiète. Ah, genre, je sais pas. Nous, on en a aussi sur notre balcon dans l'appart. Et jamais tu peux courir sur ça. Il n'y a pas de billes, c'est pas un vrai synthétique. Ça n'a rien à voir. C'est en tout cas original d'avoir fait ça. Mais c'est un bon de t'avoir laissé. Moi, je t'avoue, si tu m'avais demandé ça, je t'aurais pas laissé. Encore moins toi. C'est ça. Non, je te dis, je pense qu'il faut, dans la vie, là, surtout quand on voyage, il faut être un peu audacieux. La pire chose que quelqu'un va te dire, c'est non. Puis, comme je te dis, je pense que ça aide. Je parle français, je viens d'un pays un peu obscur pour vous, pour certains. En plus, je nomme un sport que beaucoup ont vu à la télé, mais personne n'a vu en personne, ou très peu de monde. Tu sais, il y a une grosse communauté de foot américain en France, mais malheureusement, elle est obscure. C'est juste niche. Donc, pour toutes ces raisons, non, moi, j'ai eu une super expérience. Mais il y a ce truc aussi où quand tu es en voyage et que tu demandes à quelqu'un quelque chose et que tu précises que tu es en voyage, il y a un stress qui se lance dans leur cerveau en mode « Oh, ok, il y a pas beaucoup de temps. » C'est pas comme s'il avait 1000 autres options, il connaît pas forcément, etc. Du coup, on est beaucoup plus... genre, les gens vont beaucoup plus t'accorder leur temps, être gentils avec toi. Moi, petit truc que j'utilise, un petit tips, quand j'ai envie de rencontrer des gens ou des rendez-vous, mais j'ai pas envie qu'on me dise « Ouais, dans 3 mois et tout », je dis ouais, là je serai là que pour 3-4 jours ou alors sur une short période de temps. Comme ça, les gens ils se disent ah ouais, ok, donc on n'aura pas 1000 occasions. Donc, là, donc là, t'encourages notre audience à mentir aux gens. Pas mentir, mais à lisser et embellir leur situation de façon à obtenir les choses dont ils ont besoin. Comme un vrai manipulateur. Non, c'est pas vrai, t'arrêtes. Non, c'est vrai par contre pour l'affaire du voyage parce que puis aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que je l'ai vécu, mais pour moi, surtout, c'est plus des Français qui me contactent, soyons honnêtes, ou même avec lesquels je rentre en contact naturellement ici au Québec. Et quand ils sont en voyage, ou même quand ils viennent d'arriver au Québec, souvent des gars de foot, je sens toujours un stress de vouloir les aider plus que si c'était juste genre, un étranger que je rencontrais ou qui me parlait, puis qu'il n'y a pas de contexte de temps, comme tu as dit. Donc oui, à cause que quand je suis allé en Europe, j'ai vraiment été bien accueilli. Tu sais, on en parlera une autre fois, mais j'ai même rencontré des gars qui jouaient au Dauphin de Nice à l'époque. Je me suis entraîné avec eux. Et ils m'ont un QB est sorti. En fait, j'avais écrit à la page des Dauphins de Nice, puis ils m'ont référé à un de leurs QB et un de leurs receveurs. Les gars sont venus, les gars se sont entraînés avec moi. Donc aujourd'hui, quand j'ai pu redonner à des Français qui eux venaient au Québec, ben, je l'ai toujours fait. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on s'est rencontrés. Quand on en a parlé au dernier podcast, mais quand j'ai vu que tu étais dans le groupe de Montmorency, puis tu m'as dit que tu venais bien au Québec, malgré que t'es genre oui, c'était cool parce que j'avais vu tes vidéos, puis je suis comme c'est quoi les odds? J'aurais voulu t'aider juste parce que t'étais un Français qui venait au Québec, parce que quand moi j'étais un Québécois qui venait en France puis qui avait besoin de pouvoir s'entraîner, on m'a ouvert les mains, tu sais. Ouais. Et un des Français que j'ai rencontré à Nice, avant même t'avoir rencontré toi, il a fini par venir jouer au Cégep en Division 1. On a joué contre. Puis la fin de semaine où on a joué contre, il est resté à Montréal. Il est venu chez moi et on a chillé pendant la fin de semaine. Puis après, il est reparti à Lévis. Il jouait à Lévis, à Québec, proche de Québec. Donc, je trouve que c'est vraiment cool cet échange-là. Puis que c'est ça, j'ai toujours voulu pouvoir redonner parce que quand on a pu me donner, on m'a donné gratuitement. Donc. Ok, je vois. Non, c'est sûr que c'est toujours cool quand quelqu'un t'ouvre les bras, que tu lui rends, etc. On a pas mal parlé de nos expériences, mon expérience au Québec et de ton expérience, comment tu m'as accueilli au Québec, comment t'es allé en France la première fois, etc. Maintenant, moi, je veux parler de quand on est allé en France, tous les deux, été 2020. Donc, c'est l'été post-Covid. C'est la première fois que tout réouvre après des mois de confinement. Donc, il y avait peut-être une euphorie locale. Et gros, il s'est passé tellement de trucs à ce moment-là. On était sur un petit nuage pour moi, tout s'alignait parfaitement. Bien sûr, on a eu des petites histoires un peu plus négatives, mais gros, quand même, quand on repense à ce voyage, c'était que du positif. C'est quoi l'anecdote qui t'a le plus marqué de ce voyage? Ouf, qui va le plus marquer? Ok.
Là, ok, je sais pas si c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué une fois qu'on va reparler du voyage, vraiment, plein de trucs qui vont me rappeler, mais moi, dès qu'on parle de ce voyage, la première chose que j'ai en tête, c'est le street flag avec, je suis prêt à dire, au moins 150 personnes au milieu de Paris. Non, il y avait du monde en tabarnak, Léo. Il y avait du monde. Puis on est en train de jouer. Comme tu dis, il y a du monde avec de la bouffe. Il y a qui vendent des plats. Il y a plusieurs équipes. Il y a plusieurs joueurs pros qui ont fini par faire le LF, tout ça, ou qui partaient pour la CFL Global, qui venait de commencer. Il y a des créateurs de contenu, toi, Samy. Et dans tout ça, c'est vraiment plaisant et tout. Puis dans tout ça, j'entends des gars qui disent « Ouais, j'ai la COVID la semaine dernière. » Je suis comme « What the fuck? » C'est vrai que c'était tellement un big deal à l'époque, gros. Et ouais, je pense que c'est parce que c'était un des premiers où c'était... Donc Street Flag, en gros, c'est quelque chose qui a été organisé par des joueurs du Flash de la Courneuve. C'est sur un terrain dans le sud de Paris. Et en fait, une fois par semaine, pendant l'été, ils organisaient une compétition de flag football 5 contre 5. Et ça a joué sérieux. Il y avait la saison de football américain qui avait été annulée cette année en France. Du coup, il y avait pas mal de Français qui voulaient juste jouer, s'amuser, sortir, attraper des ballons. Et du coup, comme tu as dit, il y avait beaucoup de monde. Et bon, on a fait une édition, on l'a remportée. Voilà. Wow. Plus rien à dire. Non, ça, franchement, c'était cool. Et ça a marqué aussi des gens contre qui je joue maintenant. Ils me parlent encore de cet événement parce qu'il y avait... Comme on a dit, la communauté du football américain en France est assez niche, assez petite, tout le monde se connaît un peu. Et t'avais marqué les esprits à l'époque. Les gens te connaissaient un peu, les gens qui me suivaient parce qu'on avait fait du contenu ensemble, on s'entraînait, etc. Et regarder ça de chez eux en France pendant que nous on sortait un peu illégalement à Montréal pour s'entraîner. On utilisait le fait d'être des sportifs. Et ouais, les gens m'en parlent encore. Oh Nick, c'est quand qu'il revient en France? C'était trop bien. Bientôt. Restez connectés parce que les projets francophones avec Nick reviennent bientôt. Bien sûr. Non, très bon souvenir. Moi aussi, je pense que je serais allé avec le Street Flag en top 1 des souvenirs. Outre nos aventures nocturnes à la découverte du monde de la nuit à Paris, quelque chose auquel on était tous les deux, c'était inconnu pour nous. On était des néophytes. Ouh, le français. Waouh, c'est juste des mots du dictionnaire. Stylé, gros. Non, ouais, moi j'avais jamais vécu ça, mais toi non plus, pas vraiment. Et gros, c'était trop cool, franchement, c'était trop cool. Il nous est arrivé pas mal d'histoires. On fera un épisode spécial sur sur ce voyage, à 1000%. Ouais, sur ce voyage et sur nos escapades nocturnes, mais on ramènera des invités. Oui, des invités avec qui, qu'on va pas nommer live, mais des invités que vous connaissez très très bien, avec qui on a vécu ces expériences-là. Donc on est sortis quatre malades dans le nightlife de Paris, puis il y a eu des histoires là, mais vraiment là, puis des dingueries là, genre ça va être très cool. Ça va être très cool, c'est sûr. Si vous êtes encore en train de nous écouter, déjà merci beaucoup. Pensez à venir nous suivre sur Spotify, sur Apple Music ou sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Si vous voulez voir nos belles têtes, on est disponible aussi sur YouTube. Donc pensez à venir et vous pouvez poser vos questions, on y répondra dans les prochains podcasts, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou alors sur nos comptes Instagram personnels, @cette semaine pour Nicolas, 7 le chiffre semaine SEMINE, pardon, et mon compte personnel Instagram, Léo Sartel, avec 2 E à Sartel. Et voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on va faire un épisode spécial où on répond à tout, parce que je suis sûr que vous en avez plein, et ça va être très cool. Exactement, Léo. Petit rappel, guys, sur YouTube, vous savez, on subscribe, on like, on share, si possible. Sur Apple Podcast, vous pouvez follow le podcast, ça nous ferait plaisir. Donc, suivre pour les francophones. Et finalement, sur Spotify, vous pouvez suivre le podcast ou le follow et le rate ou l'évaluer. Et s'il vous plaît, comme votre Uber driver préféré, nous mettre 5 étoiles, ça ferait plaisir. Ça nous ferait très plaisir. T'as dit podcast? Déjà, j'aimerais qu'on rappelle que c'est une balado-diffusion au Québec, d'accord? Exact. Ce mot me fait beaucoup rire, on dit balado-diffusion. Yes, sir. On est au Sans Stress, balado-diffusion. Léo, en parlant de France et de Canada, puis nos expériences dans ces différents pays en tant que voyageurs,
ça m'amène sur un point par rapport au sport, le sport qu'on pratique dans ces deux pays. Donc, c'est cool. On en a parlé tantôt, justement, quand on abordait le street flag, que depuis quelques années, il y a une initiative en CFL pour les joueurs globaux. Donc, la CFL a mis des postes réservés sur leur roster pour des joueurs qui sont non américains, non canadiens, ce qui a donné beaucoup d'opportunités à des joueurs français, entre autres. Bon, est-ce que ces postes-là sont vraiment mis de l'avant? Malheureusement, pas encore. Est-ce qu'on pourra en faire plus? Bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de talents en Europe et qui méritent d'être exploités, si tu me permets le terme, de manière positive, non seulement pour donner des chances à ce talent-là, mais aussi pour notre sport, pour qu'il soit plus global et qu'il devienne encore de moins en moins niche en France. Ceci étant dit, de votre côté, vous avez aussi vos ligues domestiques. Bon, là, je ne parle pas de la ELF, c'est nouveau et puis je pense qu'ils ont un autre combat en ce moment. Mais au niveau de vos ligues comme l'élite en France, on sait qu'il y a des spots de roster réservés pour les Français, bien sûr. Des spots de roster réservés aussi pour les Européens non français. Et finalement, 2 spots de roster réservés pour des Américains. 10 Américains, mais ça englobe toute l'Amérique du Nord. On est d'accord. Mm-hmm. Est-ce que tu ne penses pas très bien mal dit. Ne devrait-il pas y avoir des postes pour Canadiens? Et là, je m'explique avant qu'on me dise, mais où est le rapport? Je pense que ça pourrait être pertinent pour les clubs français d'aller chercher des joueurs canadiens, francophones idéalement, qui pourraient venir contribuer à leurs équipes, comme les Américains font aujourd'hui. Mais en plus de ça, on parle français, on peut communiquer plus facilement avec les joueurs, on peut vraiment être intégré dans l'équipe. Et en plus de ça, on peut aider dans les clubs, vos clubs juniors et dans la communication du club, etc. Donc là, plutôt que de donner de l'argent à un import américain qui, comme on a dit tantôt, les Français n'ont pas nécessairement toujours une connexion avec les étrangers qui ne parlent pas la langue, là, tu investis en tant que club sur un import qui parle la langue de ton fanbase. Ouais, c'est sûr, ça peut permettre de représenter le club. Non, ce serait cool. Moi, je vais être le premier défenseur de cette théorie et de cette initiative. Ça serait cool que ça se mette en place. À l'heure actuelle, bizarre, mais en Europe, les Canadiens sont considérés comme des joueurs américains. Pourtant, je pense que tu vas être très d'accord avec moi, il y a beaucoup de coachs, même de joueurs, qui n'ont pas eu la chance de jouer en Amérique du Nord, qui vont dire qu'un mec qui a joué en NCAA, donc en Ligue universitaire aux États-Unis, sera meilleur qu'un Canadien. Et ce, même si c'est de la NCAA 3, même s'il a plus joué depuis 4 ans, etc. etc. Ce qui, pour moi, fait pas de sens. Il y a beaucoup de clubs, et les Black Panthers, un des premiers, il y a quelques années, ont ramené des gars qui avaient 28 ans, qui étaient 3e quarterback backup dans une université D1, donc qui n'ont jamais vu le terrain de leur peut-être carrière à l'université, qui n'ont pas joué depuis 4 ans, pas lancé des balles à part pour s'amuser à la plage, qui viennent en France et au final, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si bons. Il y a ce truc où j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un Français qui a joué aux États-Unis à l'université, il n'y en a pas beaucoup. Et, mais de plus en plus, c'est cool. Ouais, de plus en plus, c'est cool, mais vous pouvez peut-être trouver qui c'est, je ne dirai pas son prénom, qui m'a dit, bon, il a un peu abusé, mais il a dit, en vrai, il y a beaucoup d'Américains, c'est juste, ils ont des caméras 4K et des maillots tight, mais sinon, je vous jure qu'ils sont pas si incroyables que ça, et ils feraient pas des si grandes choses en France, tu vois. Pourtant, ils jouent en D1. Pour moi, ce serait tellement plus bénéfique de ramener des gars qui sortent de l'université, qui ont joué toute leur carrière, qui sont francophones, donc niveau adaptation très bien, niveau de trouver un emploi, même si, bien sûr, c'est cool d'être un import, d'être payé, ça veut dire que tu peux peut-être miser sur un import à plus long terme. Exactement aussi. C'est ça que j'allais dire, qu'il pourrait s'intégrer dans ta communauté pour de vrai et s'intégrer dans ton équipe, dans ton playbook, dans ta culture d'équipe. Et finalement, tu as un import que ça fait 4, 5, 6 saisons qu'il joue pour ton équipe. Ça devient un de tes vétérans, ça devient potentiellement un de tes capitaines, alors que là, en ce moment, vos imports, c'est comme des locations à court terme, genre. C'est ça change à chaque année, à chaque poste. Puis il y a ce truc de très consumérisme en mode « Ah ouais, ils étaient cool, mais je suis sûr on peut avoir meilleur. » L'année dernière, on a joué avec un import canadien en tant que quarterback. Pour moi, c'était une très grosse déception. Et tu vois, lui, il regardait la France un peu de haut, en mode « Ah, ça va être facile la France. » Au final, il sortait du système universitaire au Canada. Et c'était pas si simple pour lui, parce que ça joue quand même. Il y a aussi ce truc, je pense, dans le subconscient des gens, étant donné que les règles canadiennes sont pas exactement les mêmes que les règles de football américain, vous jouez avec un joueur de plus, il y a les motions en avant illimités,
il y a peut-être des coachs francophones qui n'ont pas eu la chance de coacher de l'autre côté ou de voir du football de l'autre côté de l'Atlantique qui se disent ils ne peuvent pas s'intégrer à un système américain. Ce qui pour moi est faux, on a déjà eu cette conversation. Je pense que c'est plus simple de s'adapter du football canadien au football américain. C'est plus petit, c'est plus facile à lire, etc. Il y a moins de règles. Ouais, c'est moins compliqué. Ouais. C'est moins compliqué et il faut toujours se rappeler que le football américain, c'est le gros football mondial, c'est le football populaire. Et donc, tu peux avoir grandi au Canada. Au Québec, en plus, on joue des règles hybrides là, pendant longtemps jusqu'à l'université. Donc, encore plus facile. Mais même si tu es un Canadien, on va dire, de certaines provinces, parce que je me mélange, là, il y a des provinces qui jouent américains, il y a des provinces qui... Peu importe. Mais ceux qui viennent des provinces canadiennes où ça joue les règles canadiennes, vraiment tout leur parcours, ils regardent quand même la NFL en grandissant. Ils regardent quand même la NCAA. Je veux dire, on est beaucoup plus conscient des règles américaines que l'inverse. Tu sais, je joue au foot U-Sports. Au moins une fois par cohorte, t'as des Américains qui descendent, qui montent des États-Unis pour le Canada, là je parle géographiquement, pour venir jouer U-Sports. Et les premières fois qu'on leur explique les règles, tu le vois, leurs yeux s'écarquiller. Ou même, il y a les histoires communes là, de gars qui viennent de la NFL à la CFL, Chad Ochocinco, Johnny Manziel dernièrement, il y a des interviews où ils parlent de leur première adaptation aux nouvelles règles et qui disent « Wow! » Ils savaient même pas que ces règles-là existaient ou ils en avaient entendu parler vite fait. Juste là, cette fin de semaine, on a fait un mini-camp de 3 jours avec mon équipe et on a un receveur de Baltimore qui vient probablement jouer pour nous. Il attend juste d'être accepté à l'école. Il est en ce moment sur liste d'attente. Donc, si ça s'est fait, c'est officiel. Et il était là en observation au camp. Il m'a posé peut-être 20 questions sur une verge obligatoire, le 1 yard pour vous, entre le DB et le receveur sur les free release. Donc, le fait qu'on a un élan gratuit avant la ligne de mêlée, avant la scrimmage line, où on peut courir à pleine vitesse. Et tu voyais ses yeux s'écarquiller en mode... Il trouvait ça différent, mais après, il analysait toutes les possibilités. OK, je peux faire ça. Donc, voilà. Par rapport... oui, c'est sûr, je dis pas que tout Canadien va être bon en France, d'accord? Le parfait exemple, c'est votre QB qui est venu d'Ontario. Soyons honnêtes, par contre, il jouait pour une des pires équipes d'Ontario, une équipe qui a vraiment de la misère en ce moment, en OUA, là, qui n'a pas eu un record positif depuis, je vous dirais, à peu près 5, peut-être même 10 ans. Ouais, York University, malheureusement. Il venait un peu avec l'attitude et tout. Mais je pense que pour cette histoire de ce Canadien, il y a plusieurs clubs qui ont 15 Américains avec qui la même chose est arrivée. Des Américains qui sont venus de gros programmes ou de programmes moyens ou même de petits programmes et qui sont venus, ils ont regardé la France de haut et que ça s'est mal passé. Je pense qu'il y a 2 facteurs que j'aimerais soulever sur ce que tu as dit tantôt. Okay? Premièrement, un joueur récent, donc un joueur qui vient de finir sa carrière universitaire, selon moi, devrait toujours être priorisé. Et là, je parle vraiment par opinion. Là. Je ne suis pas un GM d'un club en France. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je parle... off of des anecdotes qu'on m'a racontées et quelqu'un qui est un fan de l'élite de loin, parce que j'aimerais bien, je pense que c'est pas un secret pour personne, j'aimerais bien jouer en élite une fois que j'ai terminé ma carrière U-Sports. Mais c'est ça, donc pour revenir, il y a 2 facteurs. Je pense qu'un joueur qui vient de finir sa carrière universitaire devrait être priorisé par-dessus un joueur qui n'a pas joué pour 3, 4, 5 ans. Peu importe s'il a joué à Alabama, mon frère. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué au football. Si ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué au football, il est retraité. Tu n'as aucune idée peu importe ses skills d'il y a 5 ans, tu n'as aucune idée de où il est en ce moment dans sa préparation. Ça peut être un papy maintenant. D'accord? Tout ce qu'il fait, c'est boire de la bière, puis s'occuper de ses enfants, et tu penses qu'il va être le même gars qui t'envoie tes highlights de 2006. Non. Okay? Non, c'est sûr que non. Déjà, pour nous, en France, on finit la saison en juillet. Mm-hmm. Juillet, c'est tranquille. Août, on fait un peu de flag. On reprend fin août les entraînements. T'as l'impression que t'as jamais couru et attrapé de ballon de ta vie. C'est ça. En l'espace d'un mois et demi. Mm-hmm. Alors, 5 ans, genre c'est énorme, 5 ans, un trou de 5 ans dans une carrière, tout change. Exact. Et en deuxième lieu, je pense que certes, je suis pas là aujourd'hui devant cette caméra et ce micro pour dire que de la NCAA D1 FBS, c'est du même niveau que du U-Sports. Non. La Ligue canadienne. La Ligue canadienne. Est-ce que universitaire. Est-ce que certains joueurs peuvent s'équivalent des 2 côtés? Bien sûr, il y a toujours des pépites des 2 niveaux, il y a toujours des busts au niveau plus fort. Ça, c'est sûr. Donc, mais en général, je suis
on l'a déjà dit dans ce podcast, je suis conscient qu'en général, le meilleur niveau de foot américain sur la planète se trouve aux États-Unis. Le deuxième meilleur se trouve au Canada. Pour beaucoup, le troisième meilleur se trouve au Mexique. Et ensuite, on parle d'Allemagne et ensuite, on peut faire un topo européen. Il y a aussi le Japon qui rentre là-dedans. Bon, d'accord. Donc, je sais que the US reigns supreme in our sport. Je suis d'accord. Mais à partir du moment où on va chercher des gars de la Détroit, que ça fait 2-3 ans qu'ils jouent plus au football, et qu'on se dit que ça va mieux servir à notre club élite que des gars du U-Sports, Conference All-Star ou même All-Canadian parfois, qui sont prêts à venir là. Ils viennent de retire. Ils veulent venir tout de suite. Ils ont fini en automne et ils veulent venir pour la saison au printemps en France. À un moment donné, il faut être réaliste, surtout quand on parle de Détroit. Le niveau U-Sport, c'est bien meilleur. Et je parle en connaissance de cause. Quand j'étais au cégep, en Division 1, donc avant d'aller à Montmorency, j'étais au cégep Vanier. Et 2 ans de suite, en pré-saison, on a joué des équipes Division 3 NCAA. Donc, il faut comprendre que ces gars-là avaient l'âge entre 19 ans jusqu'à 24 ans, d'accord? Et que nous, on avait des gars de 17 ans à max 21 ans. Et c'était des matchs ultra serrés. Ultra serrés. Je sais pas, une année, on a gagné par quelques points. Une année, ils ont gagné par quelques points. On parle de 2 Détroits différentes, d'accord? Il faut comprendre que la Détroit aux États-Unis, il n'y a pas de scholarship athlétique. Il n'y a que des scholarships académiques. Donc, et que c'est le plus bas niveau de football universitaire aux États-Unis. Donc, il y a un entonnoir de talent qui passe avant de finir en Détroit. Vous comprenez? Aussi, il faut comprendre que aux États-Unis, on parle de NCAA, ce ne sont pas toutes faites pareil. Il y a un immense écart entre la top équipe FBS D1 et la pire équipe FBS D1. Il y a un immense écart entre la top équipe FCS D1 et la pire équipe FCS D1. Et ainsi de suite, en D2, etc. Donc, je pense qu'il faut évaluer au cas par cas. Il faut toujours considérer le fait que quelqu'un est francophone, pourrait s'installer en France, pourrait pouvoir rester. Quand tu sors du U-Sports en tant que Canadien, d'accord? Soyons honnêtes, la NFL est inaccessible pour la majorité. Et même pour nos meilleures pépites, la NFL, c'est souvent... ça change de plus en plus, mais la NFL est souvent comme... Tu vas peut-être y goûter vite fait, mais ça se passera pas. J'ai un take. Ouais. Je dirais que c'est presque plus simple de faire des camps IPP, donc International Player Pathway, ou d'avoir des shots en NFL quand tu joues en Europe que quand tu sors vraiment du U-Sport. Parce que la plupart des gens, ils sont bons en U-Sport, ils transfèrent en NCAA. Ils vont en NCAA pour avoir un parcours un peu plus classique. Il y a vraiment ce truc, à mes yeux, peut-être que je me trompe, mais les Américains, ils disent, s'il a joué à l'université au Canada, il aurait pu venir jouer aux États-Unis. Bof. Alors qu'en France, on a grave des simplifications. En France, en Europe. C'est aussi ça. C'est pas juste que, non, ils regardent la France et l'Europe en mode c'est meilleur. C'est juste que, vu qu'on est considéré comme un autre continent avec beaucoup plus en retard sur le développement du football américain, il y a ce truc où on va mettre le Global Player en CFL ou alors l'International Player Pathway en NFL pour amener des Européens. Alors que quand tu es Canadien et que tu n'es pas allé dans le système nord-américain des États-Unis universitaire normal, c'est encore plus dur de faire ta route pour la NFL. Here's the thing, je vois ce que tu veux dire. C'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de gars de U-Sports qui transfèrent à NCAA, d'accord? C'est des gars de cégep ou de high school qui vont à NCAA. Une fois que c'est U-Sports, c'est très très rare. Il y en a eu quelques-uns, surtout pendant la COVID. Des transferts des deux côtés. Là, on a un gars d'Oregon qui est allé à UBC. Il y a quelques gars aussi de U-Sports qui sont allés en NCAA dans ces périodes-là, comme tout le monde pouvait se déplacer sans pénalité à l'époque de la COVID, quand les saisons ont été cancellées pour plusieurs équipes. Toutes les équipes au Canada et quelques équipes aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de réalité dans ce que tu dis. Dans le sens que pour la NFL, si tu as joué au Canada, tôt dans ta vie, il y a des grandes chances qu'on t'a identifié jeune, high school, cégep, et attend pour t'amener dans un programme NCAA. Et donc, si tu as un talent, et là, on parle même pas de qualité de football, là, parce qu'il faut, soyons honnêtes, pour la NFL, oublie comment tu es bon pour attraper des ballons et courir des tracés. Il y a des barèmes minimales. Là. Il faut que tu cours un certain 40 verges, il faut 40 yards. Il faut que tu aies une certaine taille, il faut que tu aies une certaine force. Donc, si tu avais déjà ces paramètres donnés par Dieu et un peu souvent du travail aussi, mais souvent, il y a Dieu là-dedans, la grandeur, là, par exemple,
une équipe NCAA t'aurait identifié, qui est le premier filtre, si tu veux, et donc la NFL va piger de la NCAA. Alors que si tu viens d'Europe, maintenant, oui, il y a PPI et tout, mais avant, il n'y avait pas ça, il y a des grandes chances que tu peux être un freak of nature, OK? Et qu'on t'a juste jamais vu, tu es dans un autre pays, tu n'as pas les ressources, tu n'as même pas essayé d'aller aux États-Unis. Et c'est pour ça que maintenant, il y a le International Pathway Program pour aller trouver ces pépites. Et c'est pour ça qu'ils prennent même des gars de d'autres sports, là. Rugby, nanani. En mode, t'as jamais même pensé au foot américain. That being said, donc oui, il y aura peut-être plus, c'est plus facile. En gros, si tu prends le même être humain, il a plus de chances peut-être de faire le IPP, d'accord, l'International Pathway Program en sortant de l'Europe, d'accord, que de jouer U Sports et que la NFL dit tu sais quoi, du U Sports, donnons-lui une chance. Mais ceux qui sont les peu de gars à chaque année qui signent de U Sports à NFL, ou peut-être même pas à chaque année, à chaque cohorte, donc qui font un Pro Day intéressant et qui sont pris, il y en a beaucoup plus qui finissent par avoir des carrières. Dans ce petit groupe, il y en a plus qui finissent par avoir des carrières NFL que l'inverse pour l'instant. Oui. Laurent Duvernay tardif, par exemple. Ouais, ce que je veux dire, c'est un gars qui a joué à McGill. D'accord? Donc, il a fait high school, il a fait cégep. Ensuite, il a joué à McGill tout en faisant son bac en médecine. Et de là, il avait les barèmes pour. Donc, le poids, la taille d'un O-line, il bougeait bien. Il a fait un Pro Day. Des équipes NFL sont montées des États-Unis, ont traversé la frontière, sont venues au Pro Day. Et de là, il a été drafté. Tu vois? Donc, il y a cette possibilité-là. Il a été drafté pas International Pathway Program. Non, il a été drafté réellement à travers le draft normal de la NFL. Et il a eu une carrière super grande dans la NFL. Je pense qu'il joue encore là, ou peut-être là, c'est free agent. Il a cessé. Il joue aux Jets, mais je crois qu'il a arrêté sa carrière. Mais il a eu une longue carrière à NFL, il a signé un hyper gros contrat. Pendant un petit bout, là, un span de 2-3 ans, il était considéré un des meilleurs left tackle de la NFL. Donc voilà. Il a gagné un Super Bowl avec les Chiefs. Il a gagné un Super Bowl avec les Chiefs. Et puis c'est une star du Québec là aujourd'hui, entre autres grâce à ça, mais aussi à cause de son implication communautaire, le fait que c'est un médecin. Pendant la COVID, il a choisi de ne pas aller jouer à NFL et de prêter main forte au système de santé québécois qui en arrachait. Donc vraiment un grand homme. On pourrait parler de lui longtemps. On espère un jour l'avoir comme invité dans ce podcast. Mais c'est ça. Donc, je suis pas là pour comparer les deux. Ok, je pense que c'est le International Pathway Program est très bon pour la réalité européenne, où tu as des gars qui commencent très tard, tu as des gars qui sont sous-développés malheureusement, tu as des gars qui n'ont pas des yeux sur eux jeunes, et que le draft standard pour les Canadiens, pour la NFL, est aussi plus pertinent pour la réalité canadienne, ou est-ce que plus jeune, si on avait, tu vois, ce que la NCAA recherche, on a souvent la chance d'être pris. Quoique, of course, il y aura toujours des snobs et il y a toujours des Canadiens qui méritent et qui l'ont pas, mais c'est pas grave. Mais où je voulais en venir pour l'élite française, je pense qu'il est vraiment important, c'est qu'il faut se rappeler que souvent, pour un Américain qui a joué top NCAA, ok, le plan a toujours été la NFL. D'accord? Oui. Si la NFL n'a pas marché, souvent ils sont déçus. Et là, ils se disent, bon, ok, maintenant, dernièrement, XFL, USFL, mais avant, ok, parce que c'est très récent, XFL, USFL, les nouvelles éditions. Les gars, c'était là, ok, là, soit je travaille avec mon diplôme, pour ceux qui avaient des diplômes pertinents, et sinon, souvent, Indoor Football League, Arena Football League, et d'autres, ok, ben, je vais monter la frontière, je vais aller au Canada, jouer en CFL. Pour qu'ils se disaient jusqu'à, je vais aller jouer dans un club en Europe, qui n'est pas la ELF, parce que là, maintenant, la ELF peut devenir quand même attrayante. C'est très, très loin dans leur processus, là. C'est rendu là, pour un Américain qui a joué dans un top school, d'aller jouer là en élite française, c'est qu'il a abandonné son rêve de foot américain et il y va beaucoup plus en mode chilling. Okay? Ouais. Il y va beaucoup plus en mode, tant qu'à être, je m'en vais en vacances, je vais être logé, je vais être nourri. La France, j'ai vu ça dans Ratatouille, oui, fromage. Je vais triper et je vais jouer contre des papis. Là, je n'insulte pas l'élite, c'est leur perspective. Et je vais me la couler douce, ça va bien se passer. Et je dirais que c'est pour ça qu'il y a ces histoires de bust américains que tout Français pourrait te raconter. D'accord? Alors que pour un Canadien qui peut avoir eu une très belle carrière au U-Sports, okay, mais que pour X raisons, la CFL ou la NFL n'est pas à portée de main, ça reste une hyper belle option. Genre, vraiment, on connaît beaucoup plus la France. On est francophone, là, si je parle des Québécois. Et on se dit, ben, pourquoi pas, avant de travailler avec mon diplôme, pourquoi pas y aller en quelques années en Europe et jouer un peu au foot professionnel. Et pour nous, c'est une option de foot professionnel. On se disait déjà que c'était la CFL. Et j'ai pas fait la CFL, bon, ben, je vais aller jouer en Europe.
En plus, avec des gars comme Léo et le nombre de Français qui n'arrêtent pas d'augmenter, qui jouent au Cégep et U-Sports, presque tous les jeunes Québécois aujourd'hui qui jouent au foot connaissent l'option d'Europe et je l'entends de plus en plus souvent que les gars en parlent en pleine carrière. Il y a beaucoup de gars qui me posent des questions aussi sur l'Europe, des gars qui sont newly retired de mon université et d'universités autour, dans le circuit québécois plutôt, des gars qui ont joué collégial, etc. Et je leur rappelle que bon, si t'as pas joué universitaire, normalement l'Europe sera pas intéressée là, malheureusement, même si t'es très fort. Et c'est ça. Et à la fin de la journée, on est francophone, donc il y a cette possibilité d'aller en France, de jouer pour une équipe élite et pendant le reste de l'année, travailler en France. Je dis pas que ça va être facile, je dis juste que c'est une possibilité. Donc c'est là où je veux en venir. Je pense que l'élite, ce serait tous à son avantage d'aller chercher des Québécois parce que je pense que l'engouement est là, l'intérêt est là et je pense que ça peut être win-win pour les deux. Et je dis pas ça, genre vraiment là, je dis pas ça parce que moi je me plains. Je pense à travers Léo, à travers les Français que j'ai côtoyés et à qui je parle, que j'aurais pas de problème à trouver un contrat élite éventuellement si j'en veux un. Donc je dis pas ça parce que moi j'ai peur de compter comme un Américain. Je dis simplement ça parce que je réalise ça. Je suis entre les deux mondes en ce moment et je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment bénéfique des deux côtés. Ok. Non, c'est sûr. C'est sûr. Après, on a un receveur canadien, québécois, Jonathan Breton-Robert, donc qui joue à Laval. Je pense que tu le connais de nom. Ouais. Qui joue en élite cette année au Grizzly Catalan. Malheureusement, je n'ai pas accès à ses stats, mais je pense que c'est un des receiving leaders en élite. Donc, c'est cool, tu vois, ça commence à ouvrir les portes. Des gars que moi, j'ai pu voir jouer quand j'étais au Québec qui jouent en France, ça fait plaisir, tu sais, c'est cool d'avoir cet échange. J'espère qu'il va y en avoir de plus en plus. Et je pense aussi, mon take, c'est qu'avec le LF qui commence à grandir, là, cette saison, il y a 16 ou 18 équipes. Mais d'ici 2 ans max, il y aura 24 équipes. Okay, ça fait 24 équipes avec 4 spots d'Américains dans chaque équipe. Donc ça commence à faire beaucoup. Et les top Américains qui ont envie de s'exporter en Europe, c'est là qu'ils vont aller. C'est là qu'ils vont aller, c'est sûr. Et du coup, là, il va y avoir vraiment pour les ligues locales, surtout en France, l'opportunité d'aller servir à des gars qui sortent de l'université au Canada ou au Québec. Et je pense qu'il va y avoir vraiment une grosse vague de Canadiens d'ici 1, 2, 3 ans. Et pour finir, je pense que the proof is in the pudding. Tu as dit tantôt que pour certains coachs d'élite, le Canada peut être vu comme est-ce qu'ils vont bien s'adapter? C'est un niveau plus faible que la NCAA pour eux, Détroit, même si c'est complètement pas le cas. Là. Il y avait des talks très, très, très sérieux il y a quelques années quand Laval dominait vraiment la RSEQ. Dans les, je dirais, fin année 2010. Et Laval faisait les démarches pour potentiellement devenir une équipe NCAA. Et on parlait d'NCAA D2, on parlait de top NCAA D2. Donc la D3, vous pouvez arrêter ça. Comme je vous dis, la D3, ça compete avec des top équipes cégep, malgré que les gars sont plus vieux. D'accord? Donc l'université, c'est bien mieux que le cégep, déjà. Mais où je veux en venir, c'est que les joueurs français qui sont exportés au Canada, qui ont joué dans les rangs collégiaux, qui ont fini dans les rangs U-Sports, ceux qui ont contribué pour des équipes U-Sports, d'accord? Donc, je parle même pas de grands starters nécessairement. Je te parle de gars qui ont contribué, donc qui ont été peut-être starters vers la fin de leur carrière ou special teamer, peu importe. Il y en a qui dominent en ELF aujourd'hui. Et ceux qui jouent en élite, c'est certains des meilleurs joueurs élites, d'accord? J'ai pas besoin de les nommer, il y en a plein, d'accord? Donc, si pour les joueurs français, on le voit bien que le fait qu'ils sont allés au Canada, quand ils reviennent, surtout, là, je te parle pas de cégep, je te parle de U-Sports, donc universitaire, quand ils reviennent, ça monte leur stock pour les équipes élites et automatiquement, tu vois que les gars ont plus d'expérience, sont encore plus forts qu'avant, etc. Pourquoi ça serait pas le cas pour un joueur canadien? Tu comprends? Là, je sais très bien qu'un joueur français, il ne coûte pas autant à son club, c'est un local, etc. Et je dis même pas de payer les joueurs canadiens autant que vous vouliez payer les joueurs américains. Je veux juste dire, si quand un joueur français vient du Canada, joue au Canada et revient, il est plus valuable pour son club, ben ça te montre que le niveau est fort. Alors, tu comprends? Et là, je te parle pas d'aller chercher des Canadiens qui ont contribué pour leur club U-Sports. Moi, j'invite au club élite de regarder la liste de Canadiens et de Québécois qui étaient des All-Stars pour leur équipe et sinon des All-Canadian pour leur équipe. Et je ne parle pas de moi. Je veux être très clair. Moi, j'ai pas fait All-Canadian encore. J'espère pouvoir le faire. Mais il y en a comme un Jonathan Breton-Robert. Oui. Breton-Robert.
C'est un joueur dominant à Laval, pour Laval qui était une des meilleures universités au Québec, alors au Canada entier, lors des années où il a joué. Et donc, genre, il n'y a aucun complexe à avoir par rapport à un joueur NCAA des 2 là, ou des 3. C'est ça. Et je suis sûr que ça se passe... si je peux m'avancer, que ça se passe sûrement très bien au Grizzly. Le fait qu'il parle français, ça aide avec le playbook, la connexion avec les joueurs, sortir avec les gars, la cohésion d'équipe, etc. Voilà. C'est sûr. Jonathan, qu'on pourrait peut-être avoir dans un des épisodes du prochain podcast pour parler justement, parce qu'on a cette vision des joueurs français au Canada, par les gens qu'on connaît et par moi-même, mais on ne connaît pas de joueurs québécois. On n'a jamais vraiment discuté avec un joueur québécois qui est parti jouer en France, donc ce serait très intéressant d'avoir son avis sur la France et sur tout ça. On approche de la fin, et comme d'habitude, on va donner nos pet peeves de la semaine, donc les choses qui nous ont un peu déçus, qui nous ont agacés, qui nous ont énervés cette semaine. Et je te laisse commencer, Nick. Moi, je vais te laisser commencer, Léo. Ok, alors moi, j'ai déjà. Après ça, on finit sur une note positive. Ne vous inquiétez pas, on aura les choses qui nous ont donné foi en l'humanité cette semaine. Moi, mon pet peeve de la semaine, j'étais un peu plus actif sur TikTok. Dernièrement, j'ai posté quelques TikTok, dont certains qui ont eu une viralité un peu plus intéressante. Donc un peu plus importante que d'habitude. Le truc sur TikTok, c'est que ça montre ton contenu à beaucoup de gens, des gens qui ne sont pas forcément dans ta niche, des gens qui ne te suivent pas forcément pour quitter ce que tu fais, etc. Et du coup, les commentaires, l'espace commentaire sur TikTok, c'est très très spécial. Tous les créateurs de contenu te diront ça, que waouh, il se passe des choses dans la tête de ces gens, tu comprends pas forcément. Là, j'ai posté un TikTok où j'expliquais ce que je prenais comme équipement pour aller à un match de football américain. Et j'ai eu, sur peut-être 200 commentaires, il y a, je dirais, un cinquième, qui sont des gars de rugby, qui sont en mode, si tu fais du football américain, c'est juste pour les caméras, le rugby 1000 fois meilleur que le football américain, c'est un sport de salope, ça se joue, ça se protège et tout, ici, rugby, vrai sport. Et en fait, j'ai remarqué que en France, j'ai l'impression que c'est principalement en France, il y a les joueurs et les gens qui font du sport créent une rivalité contre d'autres sports qui n'ont pas forcément lien, bien sûr. Ça se joue avec un ballon un peu ovale, mais c'est pas du tout le même ballon, c'est pas les mêmes règles, etc. C'est juste un sport de contact. Et il se crée des rivalités. Jamais un joueur de football américain va dire « Ouais, le football américain, c'est beaucoup mieux que le rugby, c'est un sport d'homme et tout. » Personne va dire ça. Et pour avoir été de l'autre côté de l'Atlantique, encore une fois, personne va dire « Ah ouais, t'es venu jouer au football américain, pourquoi tu fais pas, je sais pas, du soccer pour nous ou d'autres trucs ?» Genre, il n'y a pas autant cette compétitivité entre sports. Après, je mets pas tous les rugbyman dans le même plateau, bien sûr, j'en aime beaucoup, j'apprécie ce sport. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément confiance en leur choix sportif, qui viennent attaquer tout ça. Il n'y a pas de rivalité entre les sports. Tous les sports sont bien, faites du sport. Et puis voilà, c'était mon pet peeve de la semaine. Je les déteste. Honnêtement, je dois défendre la France sur ce take. Je pense et attaquer les gars de rugby. Je pense que Nantes, c'est pas un problème français, c'est vraiment un truc de rugby parce que on a une équipe de rugby à mon université. Puis dernièrement, à travers bouche à bouche là, bouche à oreille, parce que bouche à oreille plutôt. Bouche à bouche, c'est différent. C'est bizarre. Tu fais du bouche à bouche avec les gars de l'équipe de rugby. De rugby, ouais, c'est mon coming out. Non. À travers le bouche à oreille, parce que personne n'est venu me dire ça en face, mais j'entends qu'il y a ces commentaires-là en mode ouais, il y a plus de monde qui vont voir l'équipe de foot, l'université met de l'avant l'équipe de foot, mais ils jouent même pas au sport le plus masculin. Nan. Premièrement, c'est comme pourquoi t'as besoin de renforcer ton sentiment de masculinité? Genre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie que ton choix de sport fait de toi un homme ou pas? Genre, Big, je pense que t'es un homme pour beaucoup d'autres raisons. Mais deuxièmement, non, je pense que je suis pas prêt à coller ça à la France, cette comparaison des sports. Je pense vraiment que, à cause que le foot américain, dans certains contextes, là, en Amérique du Nord en particulier, c'est tellement mis de l'avant. Puis même en France, pendant le Super Bowl, c'est très, très populaire. Genre, je pense que c'est un gros événement, mais très, très populaire pour certains groupes. Je veux dire, c'est très, très connu globalement. C'est ça, c'est culturel. Tout le monde sait c'est quoi le Super Bowl. Même quelqu'un qui connaît pas le foot, il dit « Ah oui, le grand match aux États-Unis, là. » En fait, c'est que les Américains sont tellement bons à rendre leur culture du pop culture. Tu comprends? Ou du mainstream culture. Et je pense qu'il y a cette frustration de certains joueurs de rugby parce que malgré que c'est un sport beaucoup plus pratiqué en Europe qu'en Amérique du Nord, il est peut-être moins glamour, il est peut-être moins culture populaire. Et tu vas pas voir une série sur Netflix où il y a des joueurs de rugby.
En tout cas, très peu. Alors que il y a toujours le quarterback du lycée, nanana, dans les séries américaines traduites là pour vous. C'est ça en fait. Je pense que c'est là qu'il vient ce petit complexe d'infériorité, alors qu'il devrait pas en avoir. Moi, je pourrais jamais jouer au rugby là. C'est un sport qui nécessite une capacité cardiovasculaire plus élevée que ce que Dieu m'a donné. Moi, ma force, c'est être très, très sodine dans mes mouvements, être capable de reproduire des mouvements rapides à court échelon, respirer un peu et le refaire. Mais je pense pas que je suis supérieur à des gars de rugby parce que je suis plus rapide qu'eux sur des petits échelons, alors qu'eux devraient... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Mais je pense que oui, c'est quelque chose de récurrent, puis ça vient de ça. Ça vient que notre sport est très, très médiatisé et non le leur. Ça me fait penser à il y a quelques années, il y a un peu plus d'1 an, j'avais fait une interview pour Decathlon qui avait été postée sur Facebook. Et alors Facebook, niveau commentaire aussi, c'était quelque chose. Il y a un gars qui a commenté, et tu sais, c'est des gens... avec des lunettes de soleil sur leur photo de profil, si tu vois ce que je veux dire. Non, aucune idée. Et qui sont en mode, j'ai fait du... Il y a quelques années, il y avait l'équipe de football américain locale de ma ville. Je me souviens de ce commentaire, il m'a marqué. Et on avait fait une mi-temps rugby et une mi-temps football américain contre eux. Et on les avait explosés. Curieux, je lui demande, attends, mais comment tu fais ça? Genre, c'est trop dur de jouer au football américain. Genre, bien sûr, le rugby, c'est dur et plein de stratégies. Mais... t'as plus de chances de faire un match de rugby sans avoir fait de playbook et de t'en sortir, même si tu vas être beaucoup plus nul qu'une équipe de rugby qui travaille, etc. Mais si au football américain, t'as pas fait de playbook, tu peux juste pas jouer, c'est impossible. Impossible. Ouais, c'est impossible. Et du coup, je lui demande, je réponds en commentaire avec mon burner à compte. Donc mon compte où c'est pas écrit le sortel. Ok, Kevin Durant. Oh, wow. Non, c'est pas vrai, j'ai répondu avec mon compte. Je lui dis, ok, comment c'est possible avez-vous joué, genre, parce que pour moi, une équipe de... Tu peux pas faire du football américain sans être préparé. Ouais. Comment vous êtes-vous préparé? Etc. Voilà, qui vous a passé l'équipement? Comment vous êtes-vous préparé? Comment ça s'est passé? Il a répondu, on n'avait pas d'équipement, on avait juste pris un ballon de football américain en appliquant nos règles et on les avait quand même battus. Ok. Voilà. Donc, j'étais en mode, mais gros, je comprends pas. En fait, il y a tout le temps cette comparaison de sport. Même je reçois des DM, est-ce que le football américain, c'est mieux que le rugby? T'as dit, non, les frérots, c'est 2 sports différents. Et on ne parle pas du handball contre le volley. Genre, personne dit, ouais, moi je fais du hand, c'est beaucoup plus viril que ton volley. Personne dit ça. Point. Je pense pas, en tout cas. Donc voilà, Pour les Montréalais qui se demandent pourquoi Léo a bring up le handball, la France, c'est genre le plus gros... Le pays où le handball est le plus joué au monde. Genre, c'est un des meilleurs pays au monde pour le handball. C'est gros là-bas. Je sais que pour nous, la dernière fois que tu as joué ça, c'est en secondaire 2. Moi aussi, c'était un choc culturel quand... Genre, ils parlent souvent d'handball, alors que pour nous, c'est... Ça, et volley, en France, on est champion olympique et champion du monde. Okay. Donc, ça joue pas mal, mais... Ouais, gros, moi, je comprends pas. En tout cas, c'était ça, mon coup de gueule de la semaine. Très, très pertinent. Je comprends pourquoi. Moi, mon pet peeve de la semaine est... pas mal moins pertinent, je te dirais, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est juste une pensée que j'ai eue pendant cette fin de semaine et j'ai dit, mais arc, bro. Ok. Je joue au football américain. Tu joues au football américain. Beaucoup de notre audience joue au football américain. Il y a 2 types de terrains. Il y a les terrains naturels, d'accord, du vrai gazon. Et il y a les terrains synthétiques, d'accord. Donc, il y a plusieurs types de terrains synthétiques, mais en général, surtout aujourd'hui, souvent des terrains avec un faux gazon et des sortes de granules, ok, souvent de caoutchouc pour simuler un peu de la terre. Et ensuite, en dessous, il y a des layers là donc des strates de gazon, de petites roches, pour que ça simule un peu ça amortisse, exact, pour qu'on ait un amortissement similaire à de la vraie terre, d'accord. Ceci étant dit, il y a 2 types de terrains synthétiques, excusez-moi. Terrain synthétique extérieur, ok, donc pas de toit, d'accord, et des terrains synthétiques intérieurs, donc soit domés, ok, pour une partie de l'année, ou domés à l'année longue, donc c'est avec un toit, oui, un dôme, ok, bon, je ne sais pas si vous utilisez le même mot, parfait, donc un dôme, on est conscient que ça peut être enlevé et remis, ou une structure permanente. Ça peut être dans un centre sportif et c'est là à vie. D'accord? Et beaucoup de joueurs de foot pendant longtemps, dont moi, on préfère les terrains synthétiques parce que c'est plus constant. Il n'y a pas ce côté qu'il pourrait avoir des trous. Quand il pleut, il peut avoir de la boue, ça peut être plus glissant. Si c'est mal entretenu, ça peut être dangereux, etc. Il y a plus de chances que ton expérience de match ou de pratique soit constante. À part quand le terrain a fait son temps, donc après 20 ans, il faut le changer, 10 ans, whatever, dépendamment de l'usage. En général, c'est mieux. Mais là, en fin de semaine, mon équipe a
Donc ce week-end pour mes Français, mon équipe a eu le mini-camp, comme j'ai dit, sur une structure dans un centre sportif intérieur. Donc un centre sportif, une structure fixe dans lequel il y a un terrain synthétique. Et il faut comprendre que c'est le seul centre sportif dans la région de Sherbrooke avec un terrain intérieur synthétique. Et donc, il y a notre université qui l'utilise. Il y a l'université Sherbrooke, okay, qui joue au football universitaire aussi. Les deux équipes de foot. Il y a les équipes de soccer qui l'utilisent. Okay, nous, il y a notre équipe de rugby. Et si je ne me trompe pas, notre équipe de lacrosse qui l'utilise. Il y a les équipes cégep, donc de la région, donc le collège Champlain-Lennoxville, ainsi que le cégep de Sherbrooke qui les utilise pour leur équipe de foot et probablement d'autres sports. Donc, il est très, très utilisé. Mais un terrain synthétique, là, avec tous les gens qui jouent dessus, qui saignent, qui suent, qui crachent, c'est pas nettoyé. Il n'y a pas de roulement. Et on passe pas on tombe pas racin. On passe pas la tondeuse sur le terrain, ce qui fait que le gazon est renouvelé, il repousse. Il n'y a pas de l'eau de la pluie qui fait un genre de système de drainage. Il n'y a absolument rien. Et nous, on joue au foot dessus. On tombe, on saigne. Et après, il y a des gars qui ont des infections au bras, des infections de la peau. Ils se demandent pourquoi. Gros, je me suis remis en question à plein de pratiques de foot. J'étais en pre-practice, j'étais sur mon dos en train de faire des petits échauffements de jambes, là, avec mon cou qui touche au sol, tous mes bras qui touchent au sol, malgré que moi, je mets des long sleeves parce que pour d'autres raisons, là, mais je suis bien content de les avoir. Et je me suis dit, on dit souvent que l'argent est une des choses les plus dégueulasses au monde, mais je pense vraiment que la surface avec laquelle je rentre en contact dans ma vie, qui est la plus sale, c'est un terrain synthétique intérieur. Je peux pas croire. C'est vrai que ça doit être une niche à microbes. Déjà, moi, on a l'expérience, on a un terrain synthétique extérieur chez une de nos équipes où on va chaque année on dit les gars, il faut jouer manche longue sur ce terrain, ou il faut mettre du turf tape, ou éviter les brûlures, parce que chaque année, il y a des gars qui se brûlent sur ce terrain, qui est à côté d'une autoroute, etc. Ils rentrent, ils ont des infections, ça doit aller à l'hôpital et tout, tu vois. Donc, parce que c'est un synthétique qui est beaucoup utilisé aussi, proche d'une zone polluée. Mais alors, à l'intérieur, là, il y a de la pluie encore sur ça, il y a du vent, etc. Exactement. À l'intérieur, gros, ça doit être un truc de fou. Et ça fait... Je dis ça de même, là, juste... si je me fie sur l'architecture de la place, ça doit être un building qui a été construit il y a à peu près 10 ans. Peut-être que le synthétique a été refait entre-temps, mais il y a même plus que 10 ans, en fait. Là. Ça doit être au moins 25 ans que cette structure a été construite. Le synthétique doit avoir à peu près une dizaine d'années. Le nombre de crachats, de vomis, de sang, de tout ce que tu veux, d'urine il doit avoir là-dessus, qu'il y a là. Et nous, on est dessus comme si c'était... un sol propre là chez toi là, on est couché, on est à genoux, les gars, genre les mouthpieces touchent à terre, les gars les remettent dans leur bouche. Et là je sais qu'il y a certains qui vont dire on joue au foot, fais de toi un homme. Non gros, genre être un homme c'est aussi être propre. Okay? On est en 2023, je suis un adulte, je suis plus un petit garçon. J'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai une copine. L'hygiène c'est important, ma santé c'est important. C'est dégueulasse. Donc c'est ça. J'ai dit à mon coach que je jouais plus. Ah nickel, tu quittes l'équipe. Avoue en plus, le pire truc c'est que t'aurais tendance naturellement, si on te dit vas-y allonge-toi sur ton sol par terre, tu ferais chez toi. Exact. Ouais, vas-y. Alors que sur un terrain que tu laves. Ouais. Alors que sur un terrain t'es en mode hop, je suis par terre, je m'étire, etc. On s'installe comme si on est dans un parc. Tu sais, genre, mais c'est 1000 fois plus dégueulasse qu'un parc. Parce que les gens disent, oh oui, mais dans un parc, il y a des chiens et tout. Oui, mais dans un parc, il y a un drainage naturel, comme j'ai dit. Le gazon pousse, il y a des saisons. Genre, la nature fait son effet, mais frérot, c'est dégueulasse, un terrain. Puis là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous sortir, et j'espère, là, qu'il y a un connaisseur qui me dit, non, les terrains synthétiques, il y a des politiques. Je sais pas pourquoi il y a cet accent-là. Une fois par année, c'est nettoyé. Et là, ça me rendrait heureux, mais je suis sûr que non. Je suis persuadé que c'est pas nettoyé, là. Je peux pas croire. C'est vrai. Je vois pas comment c'est nettoyé. Je sais qu'il y a des roulements au niveau des billes, tu sais, ils changent les petits granulés. Mais ouais, ça doit être bizarre. En tout cas, moi, je vais passer à mon point positif, un peu vague, je vais pas vous mentir, mais c'est plus motivant, parce que je veux rien vous spoil. Pour être clair, je vais vous dire que dans la vie, c'est une phrase qu'on vous a peut-être beaucoup répétée, mais il faut tenter sa chance, il faut shoot son shot, comme on dit. Récemment, j'ai écrit des DM, envoyé tout pour faire du contenu de plus en plus de bonne qualité, et ça marche. Et j'ai des réponses de joueurs de plein de niveaux différents, dont la meilleure ligue du monde, etc. C'est cool.
en vrai, et j'ai juste rien fait de plus qu'envoyer un DM. Et souvent, on est bloqué par la peur de tenter quelque chose, par la peur du regard des autres, par la peur d'être jugé par la personne qui nous lit ou quoi, que ça va dans tous les corps de métier. Mais si vous avez quelque chose à proposer qui peut donner de l'exposition, qui peut, pas juste de l'exposition, mais un truc donnant à une personne, il y a peu de chances qu'elle refuse. Et j'ai appris ça en écoutant d'autres podcasts, par exemple, sur le YouTube américain, il y a des YouTubeurs qui vont faire du contenu et promouvoir gratuitement le contenu d'autres personnes, ou alors mettre en avant exposer d'autres personnes d'une bonne façon. Et du coup, pour les collaborations, ils acceptent. Beaucoup de gens acceptent. Donc voilà, dans votre vie, shootez votre shot. Si vous avez envie de tenter des trucs, de faire des trucs, de travailler avec des gens, essayez, envoyez un message, prouvez que vous pouvez leur apporter quelque chose, et ça marchera dans 99% des cas. Exactement, c'est inspirant. Si un jour vous êtes dans le sud de la France sur un balcon et vous voyez un turf en bas et vous avez besoin de faire des routes, allez-y, foncez. Allez demander au petit monsieur, il va dire oui. Non, en vrai, content pour toi, mon gars. Et j'ai hâte de savoir c'est quoi tout ça. C'est que je sais déjà. Je fais juste le faire. Bon, ça m'amène à mon moment qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine. Je vais faire ça court. J'étais encore une fois dans notre mini-camp, dans notre terrain synthétique des plus propres, et j'étais en train on faisait des drills de receveurs. On est au début de la pratique numéro 2. On parle de pratique de 3 heures. Et là, je suis dans les drills et je me dis ouf. Genre, j'aime le foot, c'est le fun, mais là, je commence à avoir... Tu sais, j'ai une douleur au tendon d'Achille ces temps-ci. Je vois... j'ai des traitements pour ça, on espère que ça va s'en aller, là. Mais, tu sais, c'est dur en pleine pratique. Et je me dis, OK, tu sais, j'ai un petit down dans ma pratique, mais je dis rien. J'en parle pas à mes coéquipiers, je suis dans ma tête, tu sais. Puis moi, normalement, j'aime bien être vocal, puis avoir du plaisir. Et on fait des drills de release, OK? Donc... Pour mes receveurs, vous savez de quoi je parle, mais pour les non-receveurs, dans le fond, on simule qu'il y a un défenseur devant nous qui tente de nous stopper, et on doit lui donner un petit mouvement des hanches, petit mouvement des épaules, petit mouvement soudain des jambes pour faire à croire qu'on va à gauche ou à droite et partir de l'autre côté. D'accord? En gros, on veut pas se faire toucher et on veut commencer notre tracé. Donc, on fait ça. Mais on met un dummy devant nous. Donc un bag, un gros sac, presque un sac de boxe, mais qui tient sur soi-même. Exactement. Donc, le bas du sac est plus lourd. Donc, si on le frappe, il balance. Okay? Et c'est pour simuler un être humain, dans le fond, pour ce genre de pratique. Et je suis un peu, comme je vous dis, je suis un peu dans ma tête. Je suis un peu, la pratique est longue. Je me place devant le dummy, le bag. Je fais mon move et je m'enfarge sur le bag et je tombe. D'accord? Et là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle pratique de merde. Je me lève. Et un de mes coéquipiers frappe le sac, le bag, et dit « Yo, comment tu touches à Nick, bro? C'est quoi ça? » Et là, un autre coéquipier arrive, boum, frappe le bag aussi. Là, moi, j'arrive, je frappe le bag. Et là, 2 de mes coéquipiers arrivent en courant et on commence à jump le bag. « Don't touch one of... » Tu sais, beaucoup d'anglophones dans mon équipe. « Don't touch one of ours, bah, bah, bah. » Et ça m'a remis le sourire. C'était tellement drôle. Tout le monde s'est mis à rire. Parce que je sentais que l'énergie était basse, pas juste pour moi, pour tout le monde. Et ça a reparti la pratique et tout. Il y a un super beau clip qu'on va vous montrer. Je l'ai mis sur Instagram parce qu'en gros, nos drills sont filmés et ça a fait réagir tout le monde. C'était hyper drôle. Toute la communauté foot a trouvé ça drôle. Puis c'est ça. C'est un petit moment qui m'a mis beaucoup de plaisir. C'est le fun. On sent vraiment que le groupe de receveurs cette année avec lequel je joue, c'est une petite famille. Là, c'était un dummy, mais un jour, ça va être une vraie personne. On va l'enculer. Waouh! Non, mais c'est sûr que c'est très cool. Et puis, de un, ça montre la cohésion d'équipe. Donc, c'est cool. C'est important. Et de deux, il y a des gens qui regardent ce podcast sur YouTube et qui ont eu la chance de voir le clip en live. Voilà, moi, je veux dire, venez vous abonner à la chaîne YouTube, ou même, il y a des podcasts vidéo sur Spotify aussi. Donc, si vous voulez voir ce clip qui était très, très marrant, moi, d'avoir vu ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire, en tout cas. Merci à vous si vous nous avez écoutés jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous plaît. Pensez à nous suivre sur toutes les plateformes de diffusion de ce balado-diffusion, c'est ça? Cette balado-diffusion. De cette balado-diffusion. Pensez à nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Music, Spotify, Amazon, tout ça. Toutes les plateformes de musique et de diffusion qui existent. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et venez voir le podcast en visuel si ça vous tente. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Et merci Nick d'avoir été là. Yes sir, ciao à tous mes Montréalais. Bonne soirée à tous mes Français. Ciao.